Bonjour mes amis, alors je reviens à la politique intérieure américaine après un long hiatus parce que tout simplement l'actualité internationale a été très riche comme vous le savez et puis il y a un événement quand même assez intéressant qui vient de se produire pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. Le président de la Chambre des représentants, qu'on appelle le Speaker of the House, a été dégagé par la majorité des membres de cette assemblée, de ce parlement, de cette chambre. Et alors, qui était-il? C'était McCarthy, qui est un républicain de Californie, donc très modéré, comme on peut l'imaginer. Hein. C'est pas du tout un républicain à la mort de Reagan, c'est un républicain extrêmement modéré. Voilà, je vais pas donner d'autres adjectifs parce que bon, c'est difficile de comparer un républicain comme DeSantis en Floride avec un républicain californien. C'est pas du tout le même contexte politique. Chaque État est très différent de ce point de vue-là, même s'ils ont la même étiquette de parti politique. Alors, donc McCarthy était quelqu'un de super modéré qui cherchait à faire des compromis avec les démocrates pratiquement systématiquement, ce qui est entre guillemets rarement réciproque. Les démocrates cherchent rarement à faire des compromis avec les républicains, ou vraiment quand c'est nécessaire. Et en général, les républicains s'écrasent parce que bon, il y a toute cette théorie du parti unique aux États-Unis qui est pas fausse. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est très intéressant de voir que les différences idéologiques entre les républicains et les démocrates tiennent probablement sur un petit morceau de papier comme ça. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, fondamentalement, leur idéologie est très 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 proche. Je dis aujourd'hui, c'était pas le cas avant. Au 19e siècle, on avait d'un côté les républicains représentés par Lincoln qui étaient anti-esclavagistes, etc. Et on avait les démocrates qui représentaient le sud des États-Unis qui étaient esclavagistes. Bon, ça a vachement changé depuis, hein, mais le retournement idéologique est total. Et encore, je mettrai des pincettes en disant ça, parce que les démocrates américains sont pas aussi tolérants ni antiracistes qu'on le dit. Voilà. Donc, bon, mais je vais pas faire... peut-être que je devrais faire une vidéo sur démocrates et républicains. Il y a une historienne américaine qui avait fait une vidéo en anglais, je ne sais pas si, dans le cadre de Prager University, qui est pas mal. C'est une chaîne YouTube qui est très très bien foutue et qui donne énormément d'informations justement sur la politique américaine, sur l'histoire des États-Unis. C'est très intéressant et c'est très bref, c'est 5 minutes. C'est 2 fois moins long que moi, donc ça vaut le coup. Surtout si vous parlez l'anglais et vous le comprenez. Bon. Et elle expliquait justement ce retournement idéologique des démocrates. C'était en fait pour surfer sur la vague de la... comment on appelle ça? De la déségrégation dans les années 60-70. Bon, donc voilà, c'était juste pour gagner des voix électorales, ou plus précisément pour ne pas perdre des voix par rapport au parti républicain, qui prenait trop d'ampleur, même dans le sud à l'époque. Bon, donc ça c'est une autre histoire. Mais alors qu'est-ce qu'on reprochait en fait qu'est-ce qu'on lui reprochait à McCarthy? C'est très simple. On lui reprochait de faire un deal avec les démocrates à propos de l'aide à l'Ukraine. Certains républicains commencent à en avoir assez d'envoyer des milliards à l'Ukraine sans savoir où est-ce qu'ils vont. D'ailleurs, la question se pose aussi pour les Européens, mais pas dans les mêmes termes, puisque il n'y a pas l'air d'avoir autant de débats démocratiques en Europe qu'il y en a aux États-Unis à ce propos. Et il y avait autre chose, il y avait un compromis. Enfin, McCarthy voulait faire un compromis avec les démocrates sur le vote du budget fédéral. Hein. Chaque année, on a un vote du budget fédéral, et les républicains ne souhaitaient pas voter ce budget et pensaient que McCarthy allait les trahir, parce que justement ça entraînait une dette toujours plus élevée. Bon, soit dit en passant, et ça c'est à la décharge de McCarthy, trop de dettes, certes, mais ça n'a pas gêné les républicains au temps du Covid, quand c'était Trump qui était aux manettes. Je dis ça alors que j'ai rien contre Trump, hein, au contraire. Mais
pour donner une idée de l'utilisation politique d'un argument qui peut servir les uns et les autres à tout moment. Voilà, donc ça c'est bon. Mais ça a été les prétextes principaux pour virer McCarthy de son poste de président de la Chambre. Et donc il a décidé, McCarthy, sagement, de ne pas se représenter à son poste. Et en lieu et place, il y a eu deux candidats. Il y a eu un candidat nommé par le Parti républicain, donc par les caciques du Parti républicain à Washington. C'est un monsieur qui s'appelle Steve Scalise, qui n'est pas du tout connu en Europe, mais bon, qui n'avait pas l'envergure de toute façon. Et un autre qui s'appelle Jim Jordan, qui est quelqu'un d'un petit peu plus structuré et intéressant. Il avait mené beaucoup de débats pour justement l'histoire du laptop, enfin de l'ordinateur de Hunter Biden. Enfin, il a été très très bon là-dessus. Il avait mené des débats sur le problème de l'inflation aux États-Unis. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui mène des débats de façon très intéressante. Bon, maintenant, est-ce que ça en fait un bon président de la Chambre? Je ne sais pas. De toute façon, c'est un rôle qui est à la fois important au niveau fédéral et anecdotique pour chaque État, puisque de toute façon, que ce soit lui ou un autre, bon, il y aura des pourparlers, il y a des balances de pouvoir et d'influence, il y a des lobbies, etc. Donc tout ça se fait dans le cadre feutré de salons washingtoniens. Donc bon, les débats sont, je dirais, presque anecdotiques. Ça ressemble un petit peu au Parlement européen à Strasbourg, hein, un petit peu. Voilà, avec toute la corruption que ça implique. Alors, Scalise a décidé de renoncer à cette élection. Donc il s'est retiré en faveur de Jordan. Donc on se dit, tiens, alors s'il ne reste plus qu'un candidat républicain et que les républicains ont la majorité à la Chambre, bah, il va être élu super facilement. Ça va être a piece of cake, comme on dit. Ben non, pas du tout. Il y a des républicains qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas de Jordan, pour des raisons diverses et variées. Ils pensent qu'il n'a pas la stature pour ça. Il a été soutenu par Trump. Alors déjà, ça le rend pestiféré systématiquement, je dirais même automatiquement, pour certains républicains qui sont des never-Trumpers. Bon, Trump a une magic touch, que ce soit positif ou négatif, c'est extraordinaire. Trump est vraiment quelqu'un d'incroyablement... il est à la fois drôle et toxique en même temps. C'est vraiment un mélange détonnant. Ça n'existe que ici, parce que, bon, je vois pas de personnage français qui aurait cette... même pas Sarkozy, hein, faut pas... Je pense pas qu'il faut... Je pense pas que ce soit raisonnable de comparer Sarkozy à Trump. Même si ça flatterait Sarkozy, à mon avis. Alors, combien faut-il de votes? Alors, je vous explique très rapidement. Il y a, à la Chambre des représentants, 435 sièges. 435 représentants. Parmi ces 435, il y en a 2 qui ne sont pas encore élus. Alors, soit ils sont morts, soit ils ont démissionné, et ils n'ont pas encore été remplacés. Donc, ce sont 2 sièges vides. Donc, 435 moins 435 moins 2, ça fait 433. Donc pour avoir une majorité, il faut avoir 217 votes. Voilà. Et le problème, c'est que parmi ces 217, bah, il y a des républicains récalcitrants. Voilà. Donc il n'a pas le nombre de voix nécessaires pour être élu. Donc ça fait, je crois, le 3e ou 4e tour et il n'a toujours pas été élu. Alors, vous me direz, mais que font les démocrates pendant ce temps-là? Ils ne vont pas voter pour lui, bien sûr, mais ils ont leur propre candidat. Donc, ils ont proposé quelqu'un de New York qui n'aura jamais la majorité, sauf si certains républicains votent pour lui. Et ça, c'est toujours possible, malheureusement. Donc, suspense, à suivre, et on verra un petit peu comment ça va se passer. Juste un petit mot. Je trouve que mes amis non-américains sont plus intéressés par tout ce qui se passe dans la politique américaine que nous, Américains. Et ça, c'est extrêmement drôle et anecdotique, mais bon,
Ce qui prouve que bon, on n'a pas les mêmes priorités peut-être, ou on n'a pas les mêmes perspectives. Mais il faut relativiser, hein. Le gouvernement fédéral a un pouvoir important, mais ça n'impacte pas nos vies de façon systématique. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font localement aux États-Unis, et c'est ce qui explique pourquoi le commun des mortels, hein, vous interviewez des Américains dans la rue, ils vont vous dire on ne sait même pas qui est le président de la Chambre. Voilà, à bientôt mes amis.